Bonjour et bienvenue sur 13e rue. Tout l'été, nous allons vous raconter les destins hors du commun d'hommes et de femmes pour qui la réalité a dépassé la fiction. Ce sont des personnages de talent exceptionnels mais aux égos surdimensionnés et qui ont tous un jour basculé dans l'illégalité. Ce sont des criminels d'un nouveau genre. Des criminels 2.0. Le personnage dont nous allons vous raconter l'histoire, vous le connaissez forcément. Depuis son manoir néo-zélandais, il inspire haine ou fascination. Kim.com ne laisse personne indifférent. The Mega Man of the Mega Moment, Kim.com. Avec son look de mafieux très travaillé et son train de vie démesuré, le créateur du site Mega Upload est devenu un ennemi public pourchassé par les États-Unis. Génie du marketing et de l'autopromotion, Kim.com a su se fabriquer l'image d'un hacker de génie, doublé d'un entrepreneur visionnaire. Mais dans le documentaire exclusif qui va suivre, c'est une toute autre histoire qui se dévoile. En retournant sur les lieux qui ont jalonné son parcours, nous avons rencontré de très secrets hackers allemands qui l'ont côtoyé dans sa jeunesse, mais aussi un de ses plus fidèles bras droits dans Mega Upload. Tous nous racontent la transformation progressive de ce jeune pirate sans véritable talent en businessman prêt à toutes les magouilles pour s'enrichir. Kim Vester rules. Voici l'histoire du plus célèbre pirate du net, Kim.com. Voiture de luxe. Bimbo à gogo et luxueuse villa. Des années durant, la vie de Kim.com a semblé tout entière dédiée au plaisir et à l'extravagance. Cet Allemand fantasque au physique impressionnant est le créateur de Mega Upload, le site utilisé par tous dans les années 2000 pour télécharger illégalement des films et des MP3. Un site qui a fait sa célébrité et sa fortune, mais qui fera de lui un des ennemis de l'État américain et des majors hollywoodiennes. Sa vie est une série permanente ou un film permanent ou une vidéo YouTube permanente. Cette vie de flambe et de fête permanente, le FBI y a mis fin subitement en 2012, mettant un terme au rêve de grandeur du géant allemand. Le 20 janvier au petit matin, 70 policiers et plusieurs hélicoptères pénètrent dans le manoir de Kim.com en Nouvelle-Zélande. Digne d'un film d'action hollywoodien, l'arrestation est brève mais spectaculaire. Des vidéos de surveillance diffusées dans le monde entier qui contribueront à construire son image de martyr de l'Internet. Depuis, Kim.com est un homme surveillé de près par la justice. Il n'a pas le droit de sortir du pays. Il est comme prisonnier sur son île du Pacifique. Il continue à être dans cette posture de défiance, de non-conformisme, etc. en disant « Regardez, je suis toujours le même, je n'ai pas changé et je vais me battre ». Raconter la vie de Kim.com, c'est révéler l'ascension inattendue d'un jeune pirate informatique parti de rien. Un hacker anonyme et sans talent, complexé par son physique, qui a profité des débuts de l'Internet dérégulé pour se construire une nouvelle identité kitsch et flamboyante. C'est un personnage qui joue avec son image. C'est quelqu'un qui s'est construit une image. D'abord, il s'appelle pas Kim.com. Son vrai nom, c'est Kim Schmidt. Il est allemand. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu assez modeste, qui avait rien pour réussir. Pour mieux comprendre qui est vraiment Kim.com, nous sommes retournés sur les traces de son enfance dans une banlieue austère du nord de l'Allemagne. Nous avons aussi pénétré le milieu très fermé des hackers qui ont vu dans le Berlin des années 90 ce pirate lambda et peu doué se transformer en businessman du net, prêt à toutes les magouilles. Et nous avons aussi réussi à interviewer à distance un de ses plus fidèles collaborateurs, son discret bras droit dans la nébuleuse Mega Upload, Emmanuel Gadet. Avec cette communication en forme d'auto-célébration, Kim.com a construit un vrai écran de fumée. Difficile de démêler le vrai du faux dans son parcours semé de zones d'ombre. Entre frimes de nouveaux riches, petites arnaques et idées de génie, voici l'histoire incroyable du méga pirate Kim.com. Le 21 janvier 1974.
Kim.com, de son vrai nom Kim Schmitz, voit le jour à Kiel, une petite ville portuaire du nord de l'Allemagne. Son père est marin et travaille tous les jours au port comme capitaine de paquebot. Sa mère, Anneli, est une cuisinière qui vient de Finlande. La famille Schmitz mène une existence modeste à Mettenhof, une banlieue sans âme de la périphérie de Kiel, faite de barres d'immeubles qui se ressemblent toutes. Derrière ce grand sourire d'enfant, difficile d'imaginer que la jeunesse de Kim est alors particulièrement difficile. Il vient d'un milieu prolétaire, il a un père alcoolique, il a une mère dépressive. Ces gens n'ont pas d'argent, ils vivent dans une Allemagne en plus du Nord, triste, où il ne se passe rien. Alcoolique, Helmut Schmitz bat régulièrement sa femme et son fils. Sous ses coups répétés, Kim et sa mère finissent parfois à l'hôpital. Effrayée par les colères dangereuses de son mari, Anneli finit par fuir pour protéger Kim des accès de rage de son père. En 1985, le jeune garçon a 11 ans. Il a très vite grandi et fait maintenant plus de 2 mètres. Une taille hors norme. Trop grand, trop gros. Et subissant régulièrement les quolibets de ses camarades d'école, Kim devient un garçon introverti et renfermé. Un soir, pour tenter d'égayer la vie de son fils, Anneli Schmitz ramène à la maison une curieuse machine. Un Commodore. Cette maman qui culpabilise de voir la vie triste de son gamin, qui marche pas bien à l'école, cette maman va faire des économies et va se saigner pour lui payer cette console, va lui payer cet ordinateur. Douglas Alves est un ancien hacker qui côtoiera Kim sur les réseaux quelques années plus tard. Il comprend bien la réaction du jeune Allemand face à cet ordinateur. Quelqu'un qui, effectivement, pouvait être enfermé ou ne vivait pas une vie très passionnante à côté, les jeux vidéo et l'informatique, c'était un moyen d'apprendre par lui-même et un moyen de voyager en jouant aux jeux et de vivre des nouvelles expériences, d'apprendre des nouvelles choses qu'il n'avait pas la possibilité de faire dans sa vie de tous les jours. Kim passe de plus en plus de temps sur son Commodore. Il devient très vite un expert de cet étrange ordinateur qui se résume à un clavier branché sur une télévision. Du fond de sa chambre, l'adolescent fuit un quotidien sans joie où tout se ressemble. Il trouve peu à peu refuge dans l'imaginaire fantasmagorique et coloré des jeux vidéo. On peut se demander si lui-même, en tant qu'enfant obèse, et peut-être adolescent obèse, le complexe que ça a créé aussi a fait qu'il fallait qu'il trouve un espace où il gagne. Quelque part, cette machine va compenser tous les manques qu'il a dans son entourage familial. Et là, il va plonger dans un autre monde. Et en fait, il va, à partir de là, démarrer ce qui va être en fait sa vie, c'est-à-dire l'informatique, les ordinateurs. À 13 ans, en 1987, constamment plongé sur son Commodore, Kim découvre qu'il peut, grâce à sa machine, faire autre chose que jouer. Il commence progressivement à programmer et bidouiller des lignes de code informatique. À l'époque, quand on utilise une machine, on va avoir tendance à vraiment comprendre ce qu'il y a dans la machine. Quand on achète un Commodore 64, quand on achète n'importe quelle machine 8 bits de l'époque, on n'a pas d'OS graphique comme aujourd'hui avec des fenêtres, des dossiers, un bureau. On a un BASIC qui apparaît la plupart du temps. Un BASIC, c'est un langage de programmation universitaire. C'est une vraie invitation à la programmation. Des heures durant, Kim perfectionne sa maîtrise du code informatique. Même si sa machine est sommaire, il parvient à se connecter sur une sorte de version antique d'Internet qui utilise les lignes téléphoniques. On appelle ça les réseaux BBS. Il y découvre une communauté de passionnés dépassant largement les frontières de sa petite banlieue. Je veux dire, vous vivez à Kiel, vous êtes un nerd à une époque où la plupart des gens ne savent même pas ce que ce mot signifie.
Et la communauté en ligne est faite pour vous, peu importe votre apparence. La découverte de la préversion d'Internet a été un grand soulagement pour lui, car il a pu se connecter avec d'autres personnes. Il n'avait plus besoin de sortir de chez lui. Il avait simplement besoin de son ordinateur. Et c'est une communauté internationale avant qu'il y ait Internet. C'est-à-dire qu'on échange déjà des programmes, des jeux par les BBS, même par la poste. Sur les BBS, ces réseaux pré-Internet, le jeune Kim récupère gratuitement des jeux. En 1989, il a 15 ans, quand il comprend qu'avec de simples lignes de code, il peut facilement copier ses jeux sur des disquettes. L'adolescent va voir dans ses copies pirates une façon rapide de se faire de l'argent de poche. Dirk Engling est le porte-parole du CCC, un des plus puissants groupes de hackers du monde. Un club fermé et très discret qui a accepté de nous parler de Kim Schmitz. Dirk l'a côtoyé et pour lui, aucun doute. Dès les années 80, avec ses jeux sur disquette, Kim a commencé à mêler argent et copies piratées. Déjà, dans la cour de récréation, alors que tous les autres enfants s'échangeaient des jeux, sur format cassette à l'époque, Kim était le seul à vendre des copies de jeux à ses camarades. Cette façon de faire, on l'a ensuite retrouvée tout au long de sa vie. Avec cet argent facilement gagné, Kim peut maintenant s'acheter les ordinateurs modernes qu'il rêvait de s'offrir. Tout est sa passion, il délaisse l'école. À 16 ans, sans diplôme, il stoppe totalement ses études. Pour lui, les choses sont claires. Grâce à ses connaissances en informatique, il peut maintenant se faire un nom et quitter la grisaille de Kiel. Lui-même raconte qu'il n'a pas été très heureux lorsqu'il était enfant. De toute manière, son parcours montre qu'il a cherché à quitter la petite ville de Kiel et sa banlieue dans le nord de l'Allemagne pour réaliser de grandes choses. Il voulait devenir quelqu'un que les gens connaîtraient dans le monde entier. Ce sont certainement des choses impossibles à réaliser quand on s'appelle Monsieur Schmitz, un des noms les plus portés en Allemagne et que l'on habite Kiel. Kim Schmitz arrive à Berlin en 1990. Le mur qui séparait la ville en deux vient de tomber et l'enthousiasme est de mise. La nouvelle capitale est en plein bouillonnement. Il y a une effervescence incroyable, il y a une émulation. Beaucoup de passionnés d'informatique, en fait, se donnent rendez-vous à Berlin, se retrouvent là-bas. Il y a des cercles de passionnés d'ordinateurs. Et lui va rejoindre ces cercles-là. Ce gamin, en fait, va géographiquement migrer pour rentrer dans les cercles, pour rencontrer, pour apprendre. Et évidemment, en allant à Berlin, il change aussi de vie. C'est-à-dire que pour le coup, il rentre dans une ville où il se passe des choses et où il peut se passer des choses pour lui. À peine arrivé, l'adolescent de 16 ans se dirige vers l'Alexanderplatz. Il trouve ici, dans cet immeuble, le plus grand collectif de pirates informatiques d'Europe. Le CCC, pour Chaos Computer Club. Au fil des semaines, le grand bonhomme traîne de plus en plus dans ses couloirs, attentif aux nombreuses conférences de ce rassemblement de hackers libertaires et rebelles. Leur porte-parole se rappelle de l'utopie qui règne alors dans ce milieu. À l'époque, il s'agissait de passionnés qui se procuraient des ordinateurs et cherchaient à en comprendre le fonctionnement. Il y avait aussi des philosophes, des penseurs, qui avaient compris que les machines pouvaient rendre le monde meilleur. En somme, de doudingues, des précurseurs, qui, comme souvent, sont les premiers à changer le monde. Ces hackers, ce sont des passionnés d'informatique, plutôt des gens de tendance un peu gauchiste, qui sont dans une philosophie de partage. Pas d'argent. C'est même le contraire de l'argent, les hackers. C'est des passionnés de l'outil. Ce sont des gens qui parlent technique en permanence, alors que personne ne comprend rien à l'informatique et aux ordinateurs à cette époque-là. Eux se comprennent entre eux. Pour devenir membre du CCC, Kim Schmitz doit faire ses preuves en démontrant de fortes capacités en informatique. Mais dès les premières sessions de programmation autour d'un ordinateur, le jeune homme s'avère beaucoup moins doué qu'il ne le pense.
Pour ceux qui se considèrent comme étant des hackers, Kim Schmidt n'était rien de plus qu'un script kiddie. Un script kiddie étant quelqu'un qui vole ou bien utilise des méthodes de hacking que d'autres ont créées. Quelqu'un qui n'est pas capable de les inventer lui-même. Kim n'est pas forcément un très bon hacker et que par contre c'est quelqu'un qui est très malin pour utiliser les outils des autres, d'autres programmeurs, pour pouvoir les utiliser à son compte. Parce qu'il comprend la technologie, hein, c'est pas non plus un total ignare. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a compris l'avantage qu'il pouvait tirer de ce milieu et de cette aura. À défaut d'être un cadre en informatique, Kim comprend vite tout le bénéfice qu'il va pouvoir tirer de cette bande de pirates. Traînant dans les couloirs du CCC, le géant sympathise avec de jeunes hackers beaucoup plus doués que lui. C'est à cette période qu'il rencontre en ligne Emmanuel Guédet, un informaticien français. Des années plus tard, l'homme va devenir un des plus hauts dirigeants de Mega Upload aux côtés de Kim.com. Nous en faisons tous partie de ce milieu des hackers européens, fin des années 80, début des années 90. Donc, on se connaissait déjà en ligne, en fait. Kim était plutôt dans les sbroufs un peu. Il n'était pas vraiment un hacker de talent à l'époque, même s'il essayait de l'être. Kim a un talent extraordinaire pour s'entourer de gens compétents et surtout pour les convaincre de travailler pour lui. C'est quelqu'un qui a une personnalité très particulière, qui sait attirer et manipuler, c'est pas vraiment le terme, mais disons faire que les gens le suivent, soient passionnés par ce qu'il fait et aient envie de le faire avec lui. Entouré de jeunes hackers, Kim se remémore les jeux vidéo qu'il vendait dans la cour de son école. Il entreprend alors de se lancer dans la revente d'autres données encore plus rentables. Son groupe, qu'il baptise Dope, parvient à voler sur les serveurs informatiques de compagnies américaines une liste de codes PBX. Des codes permettant d'utiliser gratuitement le téléphone qu'il revend ensuite au prix fort sur les réseaux pirates. À l'époque, le législateur allemand, tout comme le pouvoir exécutif, n'avait aucune idée de ce qui se tramait. La technologie n'étant pas aussi avancée qu'à l'heure actuelle, il était très facile de trouver des brèches dans les systèmes de sécurité et faire de l'argent en vendant des moyens de pirater les téléphones ou obtenir une ligne gratuite. Et vous pouviez vendre ce savoir aux gens. Kim n'avait pas vraiment une attitude de hacker, mais il pouvait voir s'il y avait de l'argent à faire avec nos activités. Les hackers ne voulaient pas se vendre, mais lui était, disons, très fort pour ne pas avoir de scrupules. Je pense qu'il sentait qu'il y avait de l'argent à se faire grâce aux pirates informatiques. Alors il a prétendu faire partie de cette scène hacker. Grâce à ce commerce de codes téléphoniques, Kim se forge à seulement 18 ans une petite réputation dans l'underground berlinois. C'est à cette période qu'il change pour la première fois de nom. Il se fait maintenant appeler Kimble, un surnom inspiré du personnage principal d'une vieille série, Le Fugitif. Et ce garçon était gamin fasciné par une série américaine qui était diffusée en Allemagne, en France aussi d'ailleurs, qui s'appelait Le Fugitif, série des années 60, qui racontait l'histoire d'un personnage, Monsieur Kimble, Richard Kimble, qui était poursuivi pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et lui, Schmidt, il va utiliser ce nom, Kimble, et s'en faire son premier pseudo. Il n'a que 20 ans. C'est-à-dire qu'il va se rebaptiser en fait du nom d'un héros sympathique, d'un héros qui est une victime d'un système. Et lui s'autoproclame Kimble, c'est-à-dire je suis un gentil. Et je suis en lutte contre les méchants. Et les méchants, c'est qui? C'est des gens beaucoup plus puissants que moi, beaucoup plus puissants que vous. Le 21 décembre 1992, quand le magazine Forbes consacre un dossier au mouvement pirate, c'est Kimble que les journalistes choisissent comme porte-parole de cette nouvelle sorte de criminel. Prenez ce gamin de 19 ans qui se fait appeler Kimble. Installé en Allemagne, il est le leader de Dope, un groupe international de pirates informatiques. Kimble est aussi un des plus célèbres hackers de son pays. Dans la suite de l'article, Kim fanfaronne.
et se vante d'être un petit génie de l'informatique. Il nargue même les autorités allemandes et se moque du retard des lois sur le piratage dans son pays. Kimble utilise un programme spécial de sa création et prétend pouvoir voler 6 codes PBX par jour. Il explique qu'il échappe aux poursuites judiciaires car les lois anti-piratage sont plus laxistes en Allemagne qu'aux États-Unis. Chaque code PBX est comme une porte ouverte pour moi, se vante-t-il, prétendant en avoir maintenant récupéré un total de 500. En quelques mois, le géant allemand amasse plus de 200 000 $ avec ses codes téléphoniques. L'ex-gamin pauvre de Kiel dépense tout son argent dans des ordinateurs. Il frime de plus en plus et achète en 1992 sa première voiture de luxe, une Mercedes. Kim, avide de sensations extrêmes, semble vouloir rattraper son adolescence triste et ennuyeuse. La musique à fond, il passe son temps à pousser son bolide à plus de 260 km/h sur les autoroutes allemandes, prenant des risques insensés. En 1994, son goût pour la vitesse va presque le tuer. Une nuit, il perd le contrôle de sa Mercedes et percute un arbre. Sa petite amie est gravement blessée, mais lui s'en sort miraculeusement avec un bras cassé. 20 ans plus tard, il reviendra sur cet accident dans une biographie qui lui est consacrée. Il y raconte avoir vécu une sorte d'épiphanie à son réveil à l'hôpital. Voilà ce que j'ai compris, là, dans mon lit d'hôpital. J'ai dit, mec, je vais vivre ma vie à fond. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je vais faire ce que je veux, ce que j'aime, parce que la vie est courte. Pour moi, l'argent est un outil pour vivre des expériences, plutôt que de s'accumuler à la banque. Pour moi, l'argent est fait pour être dépensé pour avoir une belle vie, parce qu'elle peut se terminer à n'importe quel moment. C'est vraiment là que tout mon style de vie a commencé. Mais avant même d'avoir le temps de vivre son rêve à fond, Kim Schmidt subit un deuxième coup dur. Ses déclarations dans la presse ont attiré les regards des autorités allemandes, et à la fin de l'année 94, la police fait une descente dans son appartement. 80 000 $ de matériel sont saisis, et le pirate est jeté en prison. Mais étonnamment, après 3 mois passés en détention provisoire, Kim n'écope que d'une peine de 2 ans de prison avec sursis. Il faut dire qu'à l'époque, la justice ne comprend rien à ce nouveau genre de méfaits numériques et laisse Kim Schmidt sortir libre du tribunal. Revenu à la case départ, Kim veut immédiatement se refaire une santé financière. Il va alors profiter du manque flagrant de sécurité qui règne sur les réseaux informatiques des grandes entreprises de l'époque. Au niveau des institutions et des grandes boîtes, au niveau protection informatique, c'est du n'importe quoi. Hein. C'est du n'importe quoi. En 92, vous preniez un Atari ST avec le bon modem, avec la bonne configuration. Il fallait souvent se le faire importer des États-Unis, avec un tutoriel vraiment à la con. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle banque et regarder le compte de n'importe qui hein, à l'époque. Hein. Profondément marqué par son séjour en prison, Kim Schmidt sait qu'il doit dorénavant recouvrir ses activités d'un vernis légal. Alors au lieu de pirater directement ses entreprises, il change de costume et décide de monter sa propre société, Data Protect. Son idée, se présenter à de grands patrons comme un dangereux hacker et faire peser sur eux la menace d'un piratage informatique. Une fois leur attention retenue, il vend ses services de protection, leur promettant de sécuriser leurs données confidentielles et d'empêcher toute intrusion numérique. Il appelait des grandes compagnies comme par exemple l'ancêtre de la Deutsche Telekom. Il leur disait qu'elles avaient des failles dans leur système de sécurité. Ainsi, Kim décrochait des contrats et de l'argent. Il a toujours été ce genre de personne capable de convertir le savoir en argent. Difficile d'imaginer que de grandes sociétés puissent accepter de confier l'accès à leur réseau à un hacker notoire récemment sorti de prison. Et pourtant, le bluff fonctionne. La compagnie aérienne Lufthansa, l'opérateur téléphonique Vodafone, le constructeur automobile Daimler et même la bourse allemande acceptent le deal de Kim Schmidt. À l'époque, je pense que la plupart des directeurs d'entreprise n'étaient pas forcément sensibilisés à ce que c'était que la sécurité informatique. L'informatique faisait son entrée dans le système des entreprises et donc
C'était assez facile, je pense, de se faire passer pour le sauveur. Des entreprises recrutent des hackers avec des compétences techniques assez poussées pour s'occuper de la sécurité informatique, parce que qui de mieux pour s'occuper de la sécurité informatique d'une structure que quelqu'un qui serait capable justement de mener ce type d'attaque. Maintenant, c'est un monde très développé, la sécurité informatique, mais à la fin des années 90, ça commençait tout juste. Et la société de Kim avait beaucoup de succès, puisqu'elle employait des hackers de talent qui avaient beaucoup de résultats. Donc ça lui a donné un succès initial. En devenant un homme d'affaires grâce au secret technologique des hackers, Kim Schmitz a trahi son milieu. C'en est trop pour les idéalistes du Chaos Computer Club. Un jour, lors d'une réunion du CCC, Kim tente de s'incruster pour recruter des nouveaux petits génies. Mais Dirk Engling et quelques collègues refusent de le laisser faire. Avec 2 autres personnes, nous l'avons fait sortir de force de la salle de conférence. Il était furieux. Kim est devenu persona non grata à nos événements. Ces communautés de hackers qui ont toujours été très attachées à leur légitimité, à être vus comme des gens vertueux qui améliorent le monde, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, Kim.com, il n'y avait même pas le vernis politique, du partage, de quoi que ce soit. C'était juste qu'ils voulaient se faire de l'argent. Si le milieu hacker tourne le dos à Kim Schmitz, lui n'en a que faire. Il n'a plus besoin d'eux pour continuer à prospérer. Son nouveau défi, investir avant tout le monde dans une toute nouvelle technologie qui semble prometteuse. Internet. En 1997, il crée 2 startups. Monkey AG, qui mise tout sur une solution de paiement en ligne avec son téléphone mobile. Et Megacar, une société censée permettre de capter de l'Internet haut débit dans sa voiture. À la fin des années 90, vous savez, c'était la folie de l'époque .com, l'Internet arrivait, les marchés financiers ont valorisé des sociétés qui n'avaient aucun revenu à des millions, voire des dizaines de millions de dollars. Donc c'était une époque un peu folle. Et Kim est un peu l'emblème de cette époque. Il a su un peu surfer cette vague de l'Internet. Et à l'époque, tout le monde, tous les banquiers, tous les hommes d'affaires voulaient investir dans quelque chose de choses sur l'Internet. Pourtant, malgré ses talents de vendeur, Kim Schmitz ne parvient pas à faire décoller ses startups car la technologie n'est pas encore vraiment au point. Dans la presse à l'époque, il affiche des résultats financiers volontairement vagues et dévoile une fortune qui varie entre 100 et 200 millions d'euros au gré des interviews. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flou parce que déjà à l'époque, vous savez, quand une société capitalise, les actionnaires deviennent très riches, mais c'est pas de la vraie richesse, c'est surtout de la richesse sur papier. Donc Kim a aussi eu beaucoup de richesses sur papier, c'est-à-dire des choses qui peuvent s'évaporer du jour au lendemain. Donc je ne sais même pas s'il serait possible de savoir vraiment ce qui s'est passé à cette époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu des sommes importantes d'argent, qu'il les a claquées, et qu'il s'est retrouvé en gros avec rien, et puis qu'il a tout remonté plusieurs fois d'ailleurs. L'Allemand veut sans cesse convaincre plus d'investisseurs. Alors pour masquer les mauvais résultats de ses startups, il met en place un véritable écran de fumée en misant sur son meilleur argument de vente, lui-même. Son but, se présenter comme un homme à succès à qui rien ne résiste. Pour cela, il va se créer l'image publique d'un personnage excessif, riche à millions et mégalo. Et effectivement, c'est-à-dire que je pense que c'est le moment où il a réalisé que le meilleur atout marketing, c'était lui. C'est sa personne, c'est la façon dont il markete tout ça, la façon dont il se vend comme un personnage. Première étape, le look. Fini les costumes d'hommes d'affaires respectables. Kim Schmitz se fabrique une sorte de déguisement de méchant de BD. Dorénavant sur ses photos, il apparaît uniquement avec une veste, des pantalons et un t-shirt noir. Et ses lunettes de soleil sont en permanence vissées sur les yeux. L'homme a un physique détonnant. Il fait plus de 2 mètres et pèse 140 kilos. Alors le résultat est imparable, on ne remarque que lui. Il commence à avoir ce look avec ses longs vêtements noirs amples, ces espèces de petites lunettes fumées, qui renforcent là aussi ce côté un peu à la limite de la légalité, un peu mafieux, un peu gangster, mais gangster chic, gangster cool. Si Kim.com avait ressemblé à un petit bonhomme transparent, tout maigre et tout fin, je pense qu'il aurait moins intéressé les médias. Tandis que là, on a une espèce de bad boy, et franchement, il suffit de mettre sa photo,
un bon titre, on a envie de le lire. Et ça a fait, je pense, aussi sa gloire, cette image qu'il a construite. Au même moment, Kim développe son site internet, Kimball.org. Welcome to the Kimball. Un site mégalo et kitsch, tout à la gloire de son créateur. La majorité des liens est dédiée à son nouveau personnage de BD. Kim Vester rules. Kim met en ligne d'innombrables images de lui dans ses voyages autour du monde. Il se fait photographier devant des jets privés, des voitures de luxe, des hélicoptères. Mais rien de tout cela ne lui appartient. La plupart du temps, il ne fait que poser près d'avions qui ne sont pas à lui. Et même les bimbos avec qui il s'affiche sont le plus souvent rémunérés pour la photo. On voit ces photos de lui au volant de ses voitures avec les plaques d'immatriculation Mafia, God, etc. Donc, qui dénote quand même une mégalomanie dont il se cache à peine, où on le voit dans un jacuzzi tout habillé, entouré de naïades, etc. Donc il y a quand même effectivement, je ne sais pas si c'est une volonté de revanche sur la vie, mais en tout cas, une volonté de montrer qu'il a du succès, qu'il réussit et qu'il est fier de ce succès-là et qu'il n'a aucun complexe par rapport à ça. La stratégie fonctionne. Kim Schmitz installe au fur et à mesure dans le paysage médiatique allemand son personnage riche à millions, au train de vie démesuré. Kimball.org proudly presents Kimball Goes Monaco. En 2000, il va encore plus loin et produit Kimball Goes Monaco. Un reportage de 30 minutes sur un week-end passé avec ses amis. Sur ces images, il se montre frimeur, posant devant une batterie de Ferrari flambant neuve, en roulant à toute blinde vers Monaco, la musique à fond. Il va très vite mettre en scène sa propre légende. Construction du personnage qui devient bad boy, les belles filles, les grosses voitures, les copains, la flamme, les casinos. Il va se payer une équipe de production de télé qui va le suivre partout et il va faire filmer, il va produire lui-même des films sur lui-même en fait. C'est-à-dire qu'il construit sa propre légende, il la filme, il la monte et tout ça évidemment est accessible pour tout le monde sur Internet. Devant les caméras, il loue un immense yacht et y organise une soirée fastueuse. On y découvre un grand gamin fantasque qui s'amuse comme un fou entouré de jet-setters. Au détour d'un plan, il n'oublie pas de montrer qu'il peut aussi discuter d'égal à égal avec un homme d'affaires installé comme Richard Branson. Il a réussi à se rendre célèbre et cette stratégie de se mettre en scène et de se montrer avec les grands de ce monde, entre guillemets, c'est aussi une façon de se protéger parce que quand on se montre avec des gens respectables, eh ben, on peut passer pour quelqu'un de respectable aussi. Das hier heißt Kim Schmitz and Associates. Il y a derrière une revendication aussi qu'on retrouve beaucoup dans la culture geek ou nerd, c'est-à-dire la virilité. L'idéal amoureux du geek est à peu près le même que le rappeur. Hein. C'est une bimbo avec des fantasmes de piscine, plein de filles nues autour, des grosses voitures, c'est un peu l'univers du rappeur aussi. Kim Schmitz se vante d'avoir dépensé 1 million d'euros pour produire cette vidéo et la mettre en ligne, gratuitement, sans aucun retour financier. En réalité, son seul but est de montrer son train de vie de milliardaire jet-set. The movie is over. Go and find more on Kimball's homepage. En 2001, Kim a 27 ans quand il pressent l'éclatement de la bulle Internet. Il revend alors 80% des actions de ses sociétés à une holding allemande, TÜV Rheinland. Son stratagème a fonctionné et les dirigeants de la holding lui font une confiance aveugle, berné par son image de jeune entrepreneur à succès. Pour Kim, le coup est juteux. Il annonce avoir remporté 160 millions d'euros en revendant ses startups. Kim avait ce talent, s'il rentrait dans une salle plein de banquiers allemands, tous en cravate, sérieux, etc. Au bout d'une heure, ils ressortaient, ils étaient tous amoureux de lui, ils voulaient investir dans tous les business, ils voulaient le suivre partout. Et il a profité un peu de cette époque, de cette mania des business Internet. Quand il vend ses coquilles vides et qu'il empoche concrètement des millions de dollars, au moment où il y a cette bulle Internet,
Les millions de dollars sont vraiment sur son compte. Donc là, il est vraiment riche. Il a atteint son objectif. Quelques mois plus tard, le conglomérat allemand qui a racheté les actions de Kim Schmitz déchante. La nébuleuse Kimball.org qu'ils viennent d'acquérir se résume à quelques sociétés qui ne feront jamais aucun bénéfice. Le porte-parole de TÜV Rheinland s'épanche dans la presse. Tout ce qui a prospéré autour de Monsieur Schmitz est douteux, et je pèse mes mots. La même année, le géant de 27 ans apparaît à nouveau dans la presse. Kim Schmitz s'intéresse maintenant de près à une start-up de e-commerce, Let's Buy It. Il vient d'acheter pour 400 000 € d'actions de cette société en perte de vitesse. Et fanfaron, il annonce en grande pompe qu'il compte continuer à investir beaucoup plus. Il va jouer en fait un jeu de communication en disant voilà, moi cette entreprise, je vais la sauver. C'est Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, la même chose. Je vais sauver. Je rachète, je reprends les actions, etc. Let's Buy It était une de ces nouvelles start-up en difficulté. Kim Schmitz a annoncé qu'il y investirait 50 millions d'euros, ce qui aurait énormément aidé l'entreprise. Il se faisait appeler Kim Vestor à cette époque. Il n'a rien fait de plus, mais le cours des actions a explosé. Les marchés boursiers réagissent très vite et les actions de Let's Buy It flambent immédiatement de 220%. Dans la foulée, au lieu d'investir encore plus comme il l'avait promis, Kim Schmitz revend ses parts. En quelques semaines, il remporte sur ce simple coup 1 100 000 € et laisse la start-up faire faillite. Mais la manœuvre est grossière et la justice lance une enquête. Kim Schmitz est arrêté et retourne en prison pour la 2e fois de sa vie. Au bout de 6 mois de détention, il est finalement condamné pour délit d'initié à 100 000 € d'amende et 20 mois de prison avec sursis. Il va retourner une 2e fois en prison après ses escroqueries en Allemagne. Ça va plus le marquer que quand il était jeune, en fait. La première fois, il passait de la grisaille à la prison. Là, il passe de la richesse à la prison. Donc le contraste est un peu plus violent. Et il va assez mal vivre ce 2e passage en prison, ce qui fait qu'il va quitter l'Allemagne en disant ici, ils comprennent rien, j'ai plus rien à faire dans ce pays. En 2001, il s'installe à Hong Kong. L'île vient d'être rendue à la Chine et c'est l'endroit idéal pour quelqu'un qui veut cacher son argent. Hong Kong, à l'époque, ça restait une zone administrative spéciale et donc c'était extrêmement intéressant pour Kim.com de s'installer à Hong Kong pour pouvoir profiter un petit peu des avantages et de la discrétion offerte par cette région qui était sous le giron chinois mais pas vraiment. Donc voilà, il a profité un petit peu de tout ça. Depuis son paradis fiscal, Kim décide de mener la belle vie et dépense sans compter. Il semble désormais dépendant aux caméras et continue à se faire filmer dans des situations de plus en plus incongrues. Sur cette vidéo, il s'amuse à faire peur aux habitants locaux en leur criant dessus avec un mégaphone. Des exubérances qui deviennent de plus en plus extrêmes. En 2004, pour assouvir sa passion de la vitesse, il participe au Gunball 3000, une course automobile sauvage dans laquelle les participants traversent l'Europe le plus rapidement possible. Souvent au mépris de toutes les règles et du code de la route. Il participe à Gumball 3000, cette espèce de rallye sauvage pour ultra riches, dont il se gargarise d'être un champion aussi, le fait d'être un champion de jeux vidéo. Il y a effectivement ce côté à la fois très grandiloquent et très joueur dans le côté très enfantin du terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un grand ado qui prend un malin plaisir à embêter le monde, à faire les trucs comme il l'entend, à se moquer un peu des conventions, à se moquer du bon goût. Ces films, régulièrement, il tente sans succès de les envoyer à tous ses contacts sur Internet. Impossible. Les vidéos numériques sont trop lourdes pour être diffusées par mail. Ces fichiers qui s'accumulent sur l'ordinateur de Kim vont lui donner une idée qui va changer sa vie. Son avocat Robert Amsterdam se rappelle encore de cette histoire. Il voulait envoyer les vidéos de ses courses à ses amis et ses proches dans le monde entier. On appelait ça les courses Gumball. Pour des raisons techniques,
Il s'est aperçu que cela ne fonctionnait pas sur l'Internet de l'époque. Lui et son équipe se sont donc réunis pour solutionner le problème et ont inventé ce type de technologie. C'est comme cela que tout a commencé. Kim demande à sa garde rapprochée de programmateurs de concevoir un petit site internet qui permet de mettre en ligne de gros fichiers. Ensuite, grâce à un simple lien, il est possible à n'importe qui de les télécharger. Ce site, il l'appelle en toute humilité Mega Upload. Une solution qui semble alors révolutionnaire, mais dont il est le seul à saisir tout le potentiel. Moi, il m'a proposé de venir, et je dois avouer qu'au début, moi, faire du file sharing sur Internet, c'était pas un truc qui me passionnait, donc ça m'intéressait pas vraiment. J'ai pas eu la même vision que lui, je pensais pas que ça allait se développer autant. Mais lui, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il a cette espèce de préscience, d'intuition du business. Donc il savait que ça allait marcher et donc il a dit à son équipe, on y va, même si vous y croyez pas, vous inquiétez pas, ça marchera un jour. Mais pendant 3 ans, l'intuition de Kim se révèle plutôt décevante. Mega Upload tarde à trouver son public et n'est pas encore rentable. En 2007, ce sont les habitués du téléchargement illégal de MP3 et de DivX qui vont changer la donne. Des millions de personnes qui ont pris l'habitude de télécharger gratuitement, mais illégalement, des films et de la musique. C'était un petit peu la fin du modèle, du premier modèle de peer-to-peer, c'est-à-dire l'époque Napster, l'époque Emule, qui commençait un petit peu à disparaître parce que dans plein de pays, dont la France, il y avait des autorités qui étaient chargées de contrôler un petit peu les échanges sur Internet et de punir les internautes qui partageaient trop. En réaction aux lois anti-piratage qui se profilent, comme Adopi, tous ces internautes vont alors se tourner vers Mega Upload, qui leur assure plus de discrétion. Ça avait ce côté un petit peu magique, c'est-à-dire que c'était un service gratuit, encore une fois illimité et accessible à tous. Mais surtout, Mega Upload avait une interface agréable. Le site a rapidement été utilisé par tout type de personnes pour partager des choses que l'on avait jadis l'habitude d'acheter. Kim Schmitz sent alors qu'il a un coup à jouer. Il transforme progressivement son site en machine à cash. Évidemment, Mega Upload se finance déjà par la pub, mais ce n'est pas tout. Le site est très simple d'utilisation. En un seul clic sur un gros bouton orange, l'internaute peut lancer gratuitement le téléchargement d'un album. Mais pour démarrer plusieurs téléchargements plus rapides, il faut alors payer. La première clé de la rentabilité pour Kim.com, c'est de fournir un service payant, c'est-à-dire un service premium qui coûte quelques dizaines d'euros et qui permet aux internautes de télécharger beaucoup plus vite et de télécharger plusieurs fichiers chaque jour, plusieurs fichiers à la fois, etc. Donc ça, ce service premium, ça lui rapporte énormément parce que tous les internautes qui veulent profiter pleinement du service de Mega Upload sont obligés de payer. La simplicité de la formule fait un carton et les utilisateurs arrivent par millions. Il a rayonné depuis Hong Kong pour installer un petit peu des serveurs dans le monde entier et se retrouver avec un mastodonte du trafic Internet, puisque on dit qu'à une époque, selon les fournisseurs de transit, justement, les opérateurs d'Internet, on va dire, Kim.com pouvait représenter jusqu'à 4% du trafic international sur Internet, ce qui est absolument monstrueux. Les recettes de Mega Upload s'envolent, pourtant Kim Schmitz reste vague sur les revenus réels de son site. Emmanuel Gadet dirige alors pour lui le système de paiement de la galaxie Mega Upload. Aujourd'hui encore, il botte en touche quand on lui pose la question. Ce qui est sûr, c'est que Mega Upload rapportait beaucoup d'argent, puisqu'il y avait beaucoup d'utilisateurs. Donc quand vous avez des dizaines de millions d'utilisateurs, il y a forcément des dizaines de millions qui rentrent en revenus. Donc oui, effectivement, c'était un business qui avait énormément de succès et qui rapportait beaucoup d'argent. Mais pour vous dire si la somme est exacte ou pas, alors ça, moi, je ne suis pas un comptable. On estime qu'à cette période, les recettes de Mega Upload se chiffrent entre 40 et 50 millions d'euros par an. En 2010, Kim a 36 ans et sa mégalomanie atteint des sommets quand il change officiellement d'identité. Kim Schmitz se transforme en Kim.com. C'est quelque chose que des années avant qu'il le fasse, il en parlait déjà. Il voulait le nom de domaine Kim.com, il voulait que tout soit Kim quelque chose. .com, c'était la folie de l'Internet, donc voilà, c'est une sorte de caprice assez rigolo. Et il s'en amuse beaucoup d'ailleurs que maintenant tous les médias et tout le monde soient obligés de l'appeler Kim.com.
C'est vraiment une idée géniale, car Kim.com est un nom compréhensible dans le monde entier. Tout le monde peut s'y référer. Il est alors facile d'en faire une marque. Kim.com, c'est quoi? C'est Kim, son prénom. .com, c'est .com, que tout le monde connaît. C'est-à-dire qu'il associe son identité à sa réussite, c'est-à-dire l'informatique. Et quelque part, il est Internet à lui tout seul. Il est le monde à lui tout seul. Le monde entier utilise .com et connaît en fait ce pseudo qui est génial. Et c'est ça qu'il veut dire. C'est moi, le petit bonhomme du nord de l'Allemagne, ce fils de rien, je suis le monde. Je suis .com. C'est un personnage, ça n'est plus, ça n'est pas Kim Schmidt, c'est vraiment voilà, une sorte d'avatar, mais un avatar en fait qui aujourd'hui aurait complètement remplacé la personne réelle qui est Kim Schmidt. Ce personnage, Kim.com, tel l'incarnation d'un méchant de jeu vidéo, semble définitivement avoir pris le dessus sur l'ancien Kim Schmidt. À l'été 2010, il quitte Hong Kong et part s'installer en Nouvelle-Zélande. Il choisit une maison à la hauteur de son image et loue la plus chère demeure du pays. Marie-Alix Brucker est journaliste. Elle a rencontré Kim.com chez lui à l'occasion d'un reportage télévisé. Vous avez au milieu de nulle part, tout à coup, vous tombez dessus comme ça en voiture, une colline sur laquelle se dresse une immense demeure, c'est vraiment une sorte de manoir. Il est allé mettre des espèces de girafes gigantesques, des éléphants dans des matériaux composites. Voilà, il s'est créé une sorte de savane au milieu de nulle part, au milieu de la campagne néo-zélandaise. Enfin, voilà, il construit son univers un petit peu féerique, un petit peu onirique, tout ça. À son arrivée sur le terrain, elle découvre un homme extravagant. Une bête de médias qui sait se faire remarquer. C'est lui qui nous a dit de nous poster en bas et qui est parti comme ça avec sa voiturette au sommet de la colline et qui nous fait son show. Voilà, il met en scène, il sait ça qu'on va l'utiliser, il se doute qu'on va le présenter comme ça, il connaît très bien la télévision. Sur le terrain gigantesque de 60 hectares, un manoir démesuré. La maison de Kim.com, elle est immense déjà pour commencer. Il y a un nombre de pièces incalculable. Je serais même incapable probablement de m'y retrouver de nouveau si je devais y aller toute seule. C'est très kitsch, c'est-à-dire c'est très stuc, c'est très marbre, c'est très massif. Voilà, il est très très fan de déco un petit peu kitsch. Il y a une pièce qui m'a particulièrement marquée. Vous arrivez à l'étage, il y a donc la chambre et la suite de Kim.com avec sa salle de bain. Et puis à côté de la salle de bain, il y a un couloir de natation que Kim.com a fait construire au premier étage pour s'entraîner un petit peu, se maintenir en forme. Et au bout de ce couloir de natation, vous avez une immense mosaïque avec une photo de Kim.com. Il y a un réel culte de la personnalité. Cet homme, il s'aime, il sait qu'il est brillant et voilà, il n'hésite pas à le montrer. Il n'a aucun complexe voilà, vis-à-vis de ça. Le 31 décembre 2010, pour célébrer en fanfare son arrivée sur le sol néo-zélandais, il finance à hauteur de 500 000 € le feu d'artifice du Nouvel An à Auckland. Des images offertes par un Kim.com conquérant à tous les habitants du pays. Cette outrance sans limite et son goût prononcé pour les médias va précipiter la chute du géant allemand. Dans le monde entier, l'industrie du cinéma et de la musique est entrée en guerre contre le piratage culturel sur les réseaux. Même si Mega Upload est loin d'être le seul site utilisé pour le téléchargement illégal, la personnalité peu discrète de son patron va attirer tous les regards. Il faut savoir que Kim.com a quand même réussi l'exploit de se mettre toutes les maisons de production hollywoodiennes à dos. Il n'y en a pas une qui lui a donné raison. Ce sont les géants du cinéma, on parle de Warner Bros, de Paramount, qui ont décidé donc tous évidemment de l'assigner en justice parce qu'ils estiment collectivement qu'en gros depuis la création de Mega Upload, ils auraient perdu 500 millions de dollars de recettes. C'est absolument monstrueux. Clairement, Kim.com, c'était le personnage à abattre pour les autorités, puisque c'était celui qui s'exprimait le plus sur Internet, dans les médias, etc. Donc c'était la figure de proue du piratage, on va dire, tel que les États le détestent le plus. Donc évidemment, voilà, il fallait avoir la tête de Kim.com. Donc clairement, viser Kim.com, c'était une stratégie. Ça permettait ça permettait de viser la tête, entre guillemets, de l'empire du piratage et de faire tomber le reste sans coup férir quasiment.
Bien décidées à protéger leur industrie culturelle, les autorités américaines veulent absolument fermer Mega Upload. Tout d'abord, elles tentent de s'attaquer aux finances de Kim.com. Sans succès. Sa fortune, en fait, il s'est très bien débrouillé pour qu'elle soit cachée. Ce sont des holdings qui appartiennent à des holdings, qui appartiennent à des holdings, qui appartiennent à ses associés, à sa femme. Donc tout son argent est en fait éparpillé de par le monde. Impossible non plus d'identifier précisément les serveurs informatiques utilisés par Mega Upload. Ils sont disséminés un peu partout dans le monde. Alors avec le soutien du gouvernement néo-zélandais, le FBI frappe un grand coup. Il porte plainte contre Kim.com et lance une opération coup de poing pour son arrestation. Le 20 janvier 2012, la veille de ses 38 ans, Kim.com voit débarquer sur les pelouses de son manoir 76 hommes en armes et 2 hélicoptères de combat. L'homme est surpris. Il se pensait intouchable. Personne n'a vu venir ça, parce que déjà, il dépensait une fortune en avocats pour rester dans le cadre légal. Donc, vous avez des avocats à Hong Kong, vous avez des avocats un peu dans les pays où c'était important, dans les marchés importants. Donc, à aucun... qui que soit s'est douté que ça allait devenir ça. C'est sûr que c'était absolument pas envisagé. Mais l'opération n'a rien d'une blague. Kim.com et tous ses associés sont jetés en prison. Ses comptes sont entièrement vidés. Ses nombreuses voitures de luxe sont saisies et Mega Upload est immédiatement fermé. Il y a eu un raid du FBI dans sa propriété où les mecs sont arrivés en armes et casqués presque pour saisir absolument tout, et on voit ces images de toutes ces voitures de luxe montées sur des véhicules de la fourrière néo-zélandaise. On évacuait comme ça tous les biens de ce cher Kim.com. Il a été effectivement arrêté comme un trafiquant de drogue international, mais ça montre aussi la détermination qu'avaient à ce moment-là les autorités américaines à le faire tomber. C'est-à-dire qu'il était devenu, pas un ennemi public numéro 1, mais en tout cas un suffisamment gros poisson pour qu'on mette en œuvre des moyens aussi conséquents pour l'arrêter. Une arrestation musclée qui va se retourner contre le FBI. Ces images vues dans le monde entier, c'est Kim.com lui-même qui va les rendre publiques, les utilisant comme pièce principale de sa stratégie de défense. En les diffusant, il se construit l'image d'une victime innocente et harcelée par les autorités. Son avocat Robert Amsterdam n'hésite pas à parler de complots fomentés par Hollywood contre son client. I think, in many ways, I call it the takedown of Kim.com. À mon sens, ce que j'appelle l'arrestation de Kim.com est une tentative de la part d'Hollywood de créer cette incarnation du diable. Nous avons des documents en notre possession qui prouvent que le terme « pirate » qu'Hollywood a tenté d'accoler à Kim et à son site était un qualificatif développé par les têtes pensantes des majors des années avant l'arrestation, pour justifier ce qu'il s'est passé le jour de son interpellation. Voyez-vous, il y a une grande différence entre les débats que nous avons tous les jours au civil sur le téléchargement illégal et tenter d'inculper quelqu'un au criminel pour non-respect des droits d'auteur. Tout cela est fait pour faire apparaître Kim dans le costume du dangereux pirate. Si Hollywood avait voulu créer l'ennemi parfait, il aurait l'apparence et les activités de Kim, et je pense que tout cela est problématique. En février 2012, Kim.com est libéré sous caution. Assigné à résidence, il est comme prisonnier dans son manoir avec l'interdiction de se connecter à Internet. Au fil des mois, la défense utilise des irrégularités dans la procédure judiciaire pour assouplir la peine et retarder au maximum l'extradition de Kim.com aux États-Unis. Il peut dorénavant utiliser Internet et organiser son grand retour. En janvier 2013, il lance en grande pompe son nouveau site Mega, une version plus soft et légale de Mega Upload. Ce soir-là, on retrouve les recettes habituelles de l'allemand, avec feux d'artifice, musique techno et danseuse sur la scène. The mega man of the mega moment, multi-millionaire madman, Kim.com! Woo!
Mais l'homme semble avoir changé. Fini les extravagances d'adolescents. Kim.com se veut plus sage et politiquement engagé. Peu importe le nombre de politiciens sur lesquels vous arrivez à faire pression. Peu importe combien de traités SOPA votre argent permet de créer au Congrès. Vous n'arriverez jamais à prendre le contrôle de notre Internet. En fait, Kim.com s'imagine maintenant en grand défenseur de l'Internet libre. Il s'affiche avec Julian Assange et Edward Snowden lors d'une conférence et s'engage même en politique en créant l'Internet Party en janvier 2014. Bonjour et bienvenue à l'Internet Party. Je suis heureux de vous voir ici. Mon nom est Kim.com et je suis ici pour vous présenter un nouveau parti dont la Nouvelle-Zélande a vraiment besoin. Il s'est refait une virginité à assez peu de frais en se vendant comme cette espèce de Che Guevara du numérique. Pour moi, Kim.com, il a un petit peu l'aura d'un gourou. C'est-à-dire qu'il se présente un petit peu comme un sauveur de l'humanité, ou en tout cas de l'Internet, avec ses adeptes. Et clairement, en tout cas, dans tous les gens qui sont un petit peu sensibles à ces sujets-là, il y a les pros et il y a les antis. C'est-à-dire qu'il ne laisse personne indifférent. Kim.com se considère comme le troisième héros de l'Internet libre, aux côtés d'Edward Snowden et de Julian Assange. Dans ce schéma, Assange serait celui qui exposerait à la face du monde les secrets des gouvernements et de la diplomatie. Snowden serait celui qui dévoilerait l'ampleur de la surveillance informatique. Et on aurait enfin Kim Schmitz qui se perçoit comme celui qui interpelle l'opinion autour de la distribution des produits culturels. Un pari qui se révèle finalement perdant. En septembre 2014, son Internet Party ne décroche aucun siège aux élections législatives néo-zélandaises. Après 2 ans de procédure, le procès de Kim.com s'éternise. Il semble durement touché par les échecs et son enthousiasme s'étiole. D'un côté, il y a une administration américaine qui veut faire un exemple. De l'autre côté, il y a quelqu'un qui est farouchement déterminé à ne pas se laisser condamner, qui a beaucoup d'argent et qui donc peut assumer les frais de procédure qui sont quand même très coûteuses et très chronophages, qui peut les assumer pendant assez longtemps. Donc pour l'instant, c'est un peu le statu quo, c'est un peu le bras de fer, mais il faut lui reconnaître qu'il a une capacité de résistance à ça qui est quand même assez forte, parce que c'est pas entre les mains de n'importe qui de pouvoir être un caillou dans la chaussure de cette taille-là par rapport à l'administration américaine. De plus en plus seul, Kim.com perd 1 à 1 ses avocats néo-zélandais. En attendant l'issue de son procès, il ne peut toujours pas sortir de chez lui, quasi prisonnier dans son parc d'attractions fantasmé. Il a connu ces périodes de gloire et là, on sent qu'il est au fond du trou, quoi. Aujourd'hui, il passe le plus clair de son temps à manger, dormir et jouer à Call of Duty. Face à une réalité qu'il ne maîtrise plus, Kim.com est semble-t-il redevenu Kim Schmitz, se réfugiant comme dans son enfance, dans les jeux vidéo et le virtuel. La semaine prochaine, c'est à un autre destin tout aussi exceptionnel que nous nous intéresserons, celui de Rudy Kurniawan, le plus grand faussaire de vin de tous les temps. Rudy Kurniawan avait un vrai sens du détail et savait exactement recréer un vin rare. Il était un véritable génie. C'était un homme manipulateur pour lui permettre de vendre beaucoup de bouteilles extraordinaires. Les gens lui faisaient confiance grâce à cela. A bientôt dans Criminel 2.0 sur 13e rue.